de vulgariser le plus possible cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, je vais vous parler de la recherche et des outils en météorologie de l'espace, d'un point de vue académique, on va dire, et d'un point de vue d'une physicienne solaire. Donc, ce sera très orienté sur le Soleil et son activité, et sur leurs conséquences sur la Terre. Donc voilà, j'ai organisé cette présentation en 3 grandes parties. Je vais vous présenter le Soleil en général, sa couronne, son atmosphère. Je vais vous détailler et vous présenter, essayer de vous donner les concepts pour comprendre les éruptions solaires et puis les conséquences que ces éruptions ont sur notre environnement spatial au niveau de la Terre. Et je terminerai par vous présenter les différentes actions et les outils qui sont développés, pareil, d'un point de vue recherche académique pour la météorologie de l'espace. Donc pour, en gros, surveiller comment est-ce qu'on surveille et qu'on prédit l'activité solaire et comment est-ce qu'on suit l'impact de cette activité sur notre environnement spatial. Alors tout d'abord, le Soleil, pour une mise en contexte très très générale, c'est une étoile. C'est une étoile qui est assez standard. Donc je ne sais pas si vous voyez ma souris ici. Donc elle est au milieu. Ça, c'est un diagramme qu'on appelle Hertzsprung-Russell. Donc en gros, ça classe les étoiles de la gauche des plus chaudes vers les plus froides vers la droite en bas, là, pour l'axe des abscisses. Et puis en ordonnée, on a la puissance lumineuse, en fait. Et donc plus une étoile est petite et chaude, plus sa luminosité va être faible, et plus elle va être froide et grande, plus sa luminosité va être importante. Donc c'est les étoiles en haut à droite ici. Donc le Soleil, il est à peu près au milieu de sa vie. Il a 4,5 milliards d'années et il va évoluer en géante rouge. Donc c'est ces étoiles ici en haut à droite. Donc en gros, le Soleil va s'expandre et va se refroidir, va englober l'orbite de la Terre et les autres planètes et finira sa vie comme ça. Donc le Soleil, là je vous présente juste, il contient 2 couches. Il y a toute la partie interne, donc la partie qu'on ne voit pas en fait, qui est en dessous de la surface du Soleil. Et puis après, il y aura la partie, son atmosphère, sur laquelle je vais me concentrer dans le reste de la présentation. Donc le cœur d'une étoile, elle a en général 3 couches la plupart du temps, pour en tout cas les étoiles standards de type solaire. On a le cœur thermonucléaire ici, donc c'est là où on a la fusion qui se développe et qui permet qui est en fait le moteur de notre étoile, c'est là où toute l'énergie est produite. L'énergie, elle est ensuite rayonnée, un petit peu comme une ampoule, on va dire, elle est rayonnée à travers la matière. Donc ça, c'est la zone radiative, c'est la 2e couche ici de cette orange. Et puis, quand elle arrive dans une autre région, la 3e, qui est la zone convective ici, en fait, l'énergie va se déposer en bas de la couche de cette zone convective, va chauffer, va générer des mouvements de convection. Donc on va avoir des mouvements qui vont emmener la chaleur du bas de la zone convective vers le haut. Et c'est le 3e mécanisme qui permet de transporter l'énergie jusqu'à la surface du Soleil. Un peu comme dans une casserole d'eau qu'on va chauffer sur le gaz et on va avoir, quand on la porte à ébullition, on va avoir ces cellules de convection qui vont transporter la chaleur. Ici, je vous ai mis une animation je ne sais pas si vous la voyez très bien, ça c'est une observation de la surface solaire qui est réalisée avec le télescope DeKyst, qui est un télescope américain, où ce que vous voyez, ce sont les cellules de granulation en lumière visible qu'on observe à la surface du Soleil. Voilà, donc la Terre, pour vous donner une idée, elle est plus petite que l'une de ces cellules de granulation que vous observez ici. Donc nous, quand on observe le Soleil, on va voir tout ce qui se passe au-dessus de cette surface. En dessous, on a des diagnostics par des événements sismiques, mais on n'observe que le dessus. Et donc le dessus, c'est l'atmosphère du Soleil, c'est ce qu'on appelle, la partie basse, c'est ce qu'on va appeler la couronne solaire. Alors, lorsque l'on veut l'observer, cette couronne solaire, il va falloir cacher la lumière visible du Soleil. Quand vous observez le Soleil en lumière blanche, on va dire en lumière visible, vous voyez que le disque jaune, on va dire. Si vous voulez voir son environnement, sa couronne, donc son atmosphère, il faut occulter la lumière de l'étoile pour pouvoir voir les structures de l'atmosphère.
Donc pour faire ça, on a des techniques observationnelles qu'on appelle la coronographie. Donc on va occulter avec un petit masque, avec une pupille, dans les télescopes, la lumière de l'étoile. Mais on a un moyen beaucoup plus joli de le faire, qui arrive plus rarement, mais c'est les éclipses naturelles de soleil. Donc là, c'est une image que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas les structures, mais quand on regarde de près à haute résolution, on voit les structures de la Lune qui se voient pas par transparence, mais éclairées par la lumière restante du soleil. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que l'atmosphère du Soleil, elle n'est pas sphérique. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit sphérique comme l'atmosphère de la Terre, on va dire. Elle n'est pas symétrique du tout. Elle est structurée, où l'on voit des structures fermées, ici, et des structures ouvertes, qu'on voit par exemple ici. Et donc cette structure, c'est une structure qui est liée au champ magnétique de notre étoile. Le Soleil, c'est un grand dipôle, hein, donc il y a un pôle sud en haut et un pôle nord en dessous qui changent d'orientation tous les 11 ans. Et ces structures, elles sont liées, en fait, ce qu'on observe, c'est de la matière chaude, le plasma de notre étoile, qui est piégé dans les boucles magnétiques. Donc quand on fait des simulations, ici, c'est des travaux qui ont été faits dans l'image de droite par des collègues à San Diego, où on fait un modèle, on prend des mesures du Soleil, de la surface du champ magnétique du Soleil, on reconstruit ça en 3 dimensions avec des techniques mathématiques, et on le laisse évoluer, et donc c'est exactement une modélisation de cette journée d'éclipse, et on retrouve donc les structures fermées à droite ici, à gauche à cet endroit-là, et des structures ouvertes au niveau des pôles. Donc voilà, donc on se rend compte que notre Soleil, il est structuré par le champ magnétique. Au-delà de la couronne, l'atmosphère du Soleil, elle s'étend très très loin. Donc ça, c'est une vue d'artiste qu'on ne voit pas très bien. Le Soleil, il est au milieu, c'est le petit point jaune. Et tout ce qui est représenté jusqu'à cette limite ici, c'est l'héliosphère. Donc c'est la totalité de l'atmosphère du Soleil. Il y a différentes couches d'interface au cœur de l'héliosphère, mais en gros, c'est le vent solaire, donc le vent qui sort de notre étoile, qui remplit tout l'espace jusqu'à rencontrer un autre vent stellaire. Donc il y a une étoile à côté. Quand les deux vents vont interagir, ça va définir une limite. Mais en termes d'environnement de notre étoile, le Soleil, il a un impact sur toute cette région ici, qui s'étend jusqu'à une centaine d'unités astronomiques. Et juste pour la petite histoire, on a envoyé, je crois, dans les années 90, 2 satellites, Voyager 1 et Voyager 2, qui ont maintenant traversé les différentes limites de notre héliosphère ici, et dont on récupère des données. Et donc, pareil, vous le voyez très mal, mais en gros, les dernières orbites des planètes, elles sont ici. Alors, si on retourne sur la structure magnétique du Soleil, à l'échelle du Soleil entier, on a donc des mesures du champ magnétique. Donc ce que vous voyez là, c'est une carte. Donc il y a le Soleil, hein, le cercle, le disque solaire. On a une carte avec des mesures de champ magnétique. Les couleurs blanches, c'est des polarités magnétiques positives, et les couleurs noires, c'est des polarités négatives. Donc c'est la même chose qu'un aimant. Vous avez des polarités négatives en noir et les polarités positives en blanc, et vous avez des boucles magnétiques qui lie les deux. Donc ça, c'est les expériences classiques que je pense qu'on fait au collège ou au lycée avec la limaille de fer, où on voit les lignes de champ magnétique qui connectent les deux pôles des aimants. Donc on a plein de régions avec des fortes concentrations de champ magnétique. Dans le reste de la présentation, j'appellerais ça des régions actives. Et lorsqu'on regarde le Soleil, donc la basse atmosphère solaire, donc c'est l'image à droite ici, en extrême ultraviolet. Alors pourquoi ce domaine de longueur d'onde? Parce que ça nous permet d'observer du plasma très chaud, donc le plasma de la couronne qui est très chaud, à 10 millions de degrés Kelvin. On voit qu'on a des structures qui correspondent en fait aux concentrations de champ magnétique. Et on voit également donc, des petites boucles, on les voit parce qu'on voit le plasma chaud qui est dans ces boucles magnétiques, qui brillent, et puis on a des augmentations de brillance locales, qui en fait c'est les augmentations locales de ces émissions en ultraviolet qu'on appelle des éruptions solaires. Si on regarde à l'échelle de la région active, on peut faire le même travail. Donc on a ici, donc, à cet endroit-là, c'est le limbe solaire. On a une polarité positive, une polarité négative, toujours, hein, il y a le petit aimant en dessous. Et puis en extrême ultraviolet, eh bien, on va avoir les boucles qui connectent les deux régions.
Et donc si on superpose tout ça, donc on va prendre les mesures du champ magnétique qui sont maintenant en bleu et rouge pour qu'on puisse les distinguer. On calcule, on reconstruit avec des modèles mathématiques les lignes de champ qui connectent ces deux polarités. Donc on retrouve les lignes de champ de notre aimant. Et puis derrière, on va superposer les observations en ultraviolet. On voit que les boucles de champ magnétique, elles correspondent aux structures brillantes en ultraviolet. Et donc ces régions actives, où on a une forte concentration de champ magnétique, c'est là où on va générer toutes les éruptions solaires. Donc c'est le berceau des éruptions solaires, et c'est le champ magnétique qui donne, en gros, toute l'énergie nécessaire pour déclencher ces éruptions. Alors là, je vous ai montré des choses qui ne bougeaient pas. Maintenant, je vais vous montrer que la couronne solaire, elle est dynamique et explosive, et que c'est ces éruptions qui vont générer donc, tous les problèmes de météorologie de l'espace dont je vous parlerai après. Donc, je vais commencer par l'image de gauche. Donc, c'est des observations qui sont faites par un satellite de la NASA, le Solar Dynamic Observatory. C'est la couronne solaire observée en ondes ultraviolet, donc le plasma chaud. Et dès qu'il chauffe de plus en plus, il va se mettre à émettre, à avoir une augmentation de sa brillance. Donc, c'est ça une éruption. Lorsqu'on a une éruption, on a plusieurs choses qui se passent. Je vous le détaillerai dans la seconde partie. Il y a les éjections coronales de masse. C'est ce qui est illustré sur la deuxième animation en bleu ici. Vous voyez, on a des espèces de bouffées énormes de matière qui sont éjectées du Soleil. Pour se donner une idée, le Soleil, il est dans le petit cercle blanc au milieu. On a caché la lumière du Soleil pour pouvoir observer son environnement et son atmosphère à grande échelle. Et donc vous voyez que régulièrement, tout au long de l'animation, sur plusieurs jours, on va, évidemment ça s'arrête, on va avoir des éjections coronales de masse, donc ces espèces de bouffées de matière qui vont être éjectées et se propager dans le milieu interplanétaire. Il se passe quelque chose d'intéressant aussi, si vous regardez, vous avez vu, on a vu plein de petits points blancs sur l'image tout à l'heure. On appelle ça de la neige sur les caméras CCD des instruments. Et donc ces petites particules, ces petits points blancs, en fait, ils correspondent aux particules qui ont été accélérées lors des éruptions proches du Soleil et qui se sont propagées avec les éjections coronales de masse. Là, vous en voyez, c'est un très bel exemple. On a la CME qui est arrivée l'éjection coronale de masse, pardon, qui est arrivée en plein sur la Terre et sur le satellite qui l'observait, qui est le satellite SOHO, et où il dépose du coup toutes les particules qui ont été accélérées lors de l'éruption. Alors, je ne veux pas voir ça. Alors, donc, l'idée principale pour les éruptions solaires, c'est la libération d'énergie qui s'effectue via un processus qui est omniprésent dans la couronne solaire et même sous la surface, c'est la reconnexion magnétique. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du processus physique qu'est la reconnexion magnétique, mais c'est ce qui permet d'accélérer la matière et de générer les éjections coronales de masse. C'est ce qui permet d'accélérer les particules, que vous avez vues là, qui produit la neige sur les caméras CCD. Et c'est aussi le mécanisme responsable de l'augmentation du flux magnétique qui s'effectue dans le domaine radio, dans le domaine ultraviolet, dans le domaine des rayons X et des rayons gamma. L'augmentation, toutes ces choses-là, elles viennent de la libération d'énergie. Donc on va chauffer le plasma. Quand on va libérer l'énergie lors des éruptions, on chauffe la matière et toute cette matière chauffée va émettre dans différentes longueurs d'onde et avoir des particules accélérées. Alors ce que je trouve fantastique avec le Soleil, c'est qu'on a une batterie de satellites d'observation spatiale qui scrutent notre étoile 24 heures sur 24. La plupart des autres objets astrophysiques, vous allez les observer sur une certaine durée. Vous allez demander du temps d'un télescope pour pouvoir l'observer pendant 3 heures. Le Soleil, c'est pas comme ça. Le Soleil, on l'observe tout le temps. Donc on a une quantité astronomique, c'est le cas de le dire, de données et d'observations à différentes longueurs d'onde. Donc au niveau du spatial, avec les observations spatiales, donc ça, on va dire que c'est les plus anciens, et puis les plus récents, ça va être SDO ici. Et les deux petits derniers qu'on a lancés récemment, c'est Parker Solar Probe par les Américains et Solar Orbiter. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pourrais répondre à des questions à la fin si vous le souhaitez. Mais ce sont des sondes qui, au lieu de rester au niveau de la Terre pour faire les observations du Soleil, sont partis plonger dans l'atmosphère du Soleil pour aller faire des mesures au plus près du Soleil, pas trop près, c'est un peu chaud, mais au plus près du Soleil pour avoir des informations sur, en gros, ce qui se passe près de notre Soleil. Parce que le gros problème qu'on a, c'est que quand on a une éruption au niveau du Soleil, après, il y a toute une partie de propagation dans le milieu interplanétaire, dans l'héliosphère jusqu'à la Terre, et on n'a pas d'informations sur ce qui se passe entre nous et le Soleil. Donc ces deux sondes, elles sont parties
vers le Soleil. Elles y sont, elles nous donnent des données régulièrement pour explorer ce qui se passe près de l'atmosphère de notre Soleil. Au niveau des observations spatiales, donc je vous ai mis un petit spectre électromagnétique en dessous là. Donc on va observer depuis l'espace le rayonnement gamma, les rayonnements X, le rayonnement UV, c'est les images qu'on voit ici là pour le rayonnement UV, c'est principalement ce que vous allez voir là au cours de la présentation parce que c'est le plus spectaculaire, c'est là où on voit les boucles. Et puis on observe également en ondes radio au-dessus du kilomètre. Et pour compléter ces observations spatiales, on a tout un tas d'instruments au sol. Donc pareil, ils vont scruter le Soleil, alors pas 24 heures sur 24 parce que la Terre tourne, mais du coup on a des instruments au sol, des télescopes, répartis sur l'ensemble du globe terrestre qui nous permettent d'observer le Soleil de manière quasi continue. Donc, et ces observatoires sols nous permettent en fait de compléter, je vais y revenir, le domaine d'observation puisqu'on va observer dans le visible. Donc pour ce qui concerne la France, on a le spectrohéliographe à l'observatoire de Meudon. Et on va observer en ondes radio des micro-ondes aux ondes métriques. Et pareil, en France, on a une station de radioastronomie à Nançay, en Sologne, qui observe le Soleil dans ses longueurs d'onde. Alors pourquoi avoir autant de données? Eh bien simplement parce que ça nous permet d'avoir une complémentarité. Donc on va pouvoir en fait observer les éruptions solaires, avec principalement des observations, de l'imagerie et des mesures de flux en rayons X, en rayons UV, en visible et en radio. On va avoir également les observations du milieu interplanétaire, donc on va avoir les particules et les perturbations se propager dans le milieu interplanétaire entre le Soleil et la Terre. Et puis on a également des mesures au sol avec des instruments. On va pouvoir mesurer les particules énergétiques, par exemple, au sol avec des instruments qu'on appelle des moniteurs à neutrons, ou des perturbations magnétiques avec des mesures spatiales du champ magnétique qui arrive au niveau de la Terre. Donc ça va nous permettre, en gros, d'avoir une idée assez complète de l'initiation, de la propagation et de l'impact que ces phénomènes éruptifs ont sur la Terre. Donc évidemment, on l'utilise pour de la recherche fondamentale, pour comprendre plein de questions différentes. Et il y a tout un domaine qui est la recherche en météorologie de l'espace, que je vous détaillerai un tout petit peu plus après. Donc, qu'est-ce qu'une éruption solaire et quelles sont les conséquences que ça a sur la Terre? Donc, il y a 3 vecteurs principaux d'interaction entre le Soleil et la Terre. Donc ça, c'est une vue d'artiste, hein, vous l'aurez remarqué. On a les particules énergétiques, donc celles qui sont accélérées, que je vous ai montré tout à l'heure, accélérées lors des éruptions. Le rayonnement électromagnétique, donc c'est tout ce qui est rayonnement visible, UV, X et gamma, et radio. Et puis on a les éjections coronales de masse, qui sont ici, qui sont ces espèces d'énormes bouffées de matière qui sont éjectées du Soleil et qui se propagent dans le milieu interplanétaire. Alors, je vais essayer de vous donner une idée très descriptive de ce que c'est qu'une éruption solaire. Donc, si vous vous rappelez, on a les régions actives avec une polarité positive et négative. Donc, les positifs, c'est les petites croix blanches, là, et les polarités négatives, c'est les négatifs noirs. On a une structure qui va être notre structure éruptive qui est représentée en vert, ici, que l'on appelle le filament ou la protubérance. Et donc, sur la droite, là, vous voyez une animation d'une observation toujours du Solar Dynamic Observatory, où on a cette espèce de structure noire ici qui est au-dessus de la surface solaire. Donc on n'a qu'une partie du Soleil. Ici, on a le limbe. Et puis on a la structure noire ici qui est dynamique mais qui est relativement stable. Et donc ces protubérances, ces filaments, ils restent stables dans l'atmosphère solaire pendant plusieurs jours. Elles connectent ces structures, c'est simplement du champ magnétique. On les voit non brillantes cette fois-ci parce qu'elles ont de la matière froide à l'intérieur. Et donc ces boucles magnétiques qui connectent la polarité positive et négative, toujours comme un aimant, soudainement, elles vont devenir instables. Alors, je ne détaillerai pas comment elles deviennent instables et elles se mettent à être éjectées dans le milieu interplanétaire. Et donc, lorsqu'elles deviennent instables, voilà ce qu'on obtient. On a donc cette structure sombre ici, qui devient instable et qui décolle dans l'atmosphère du Soleil. C'est ça qu'on appelle les éjections coronales de masse. Donc ça, on regarde relativement bas dans l'atmosphère du Soleil. Si on regarde à plus haute altitude,
Donc pareil, on utilise le même principe avec la coronographie où on cache la lumière de l'étoile et donc on voit ces structures qui se propagent et qui sont éjectées du Soleil et qui vont se propager dans l'héliosphère. Donc ces éjections de masse coronale, ce sont des éjections de matériel de la couronne, de l'atmosphère du Soleil. C'est des structures magnétisées et elles emportent environ 10 puissance 13 à 10 puissance 14 grammes de plasma de la couronne. Elles vont à des vitesses qui vont de 400 km par seconde pour les plus lentes à 3000 km par seconde pour les plus rapides. Et elles se propagent dans le milieu interplanétaire, donc dans l'héliosphère, entre 2 à 4 jours. Donc quand on les voit décoller, au niveau du Soleil, on a 2 à 4 jours avant qu'elles nous arrivent dessus, si jamais elles arrivent vers nous. En dessous, c'est une animation qui ne fonctionne pas bien, je ne sais pas pourquoi, où vous voyez le Soleil, il est au milieu, tout petit, ici. On a un premier coronographe, donc, qui est l'équivalent de cette image ici, où on observe la haute couronne du Soleil. Et puis on a ce qu'on appelle des imageurs grand champ, en fait, qui permettent de suivre dans le milieu interplanétaire jusqu'à la Terre, ici, ces structures, ces éjections coronales de masse qui se propagent dans le milieu interplanétaire. Alors, les conséquences des éjections coronales de masse, ce sont les orages géomagnétiques. Quand les éjections coronales de masse que vous voyez sur l'animation décollent et atteignent la Terre, elles vont perturber la magnétosphère, donc le bouclier magnétique de la Terre. En la perturbant, ça va conduire à des processus de libération d'énergie et de l'accélération de particules. Ces particules, elles sont piégées dans la magnétosphère de la Terre, elles précipitent le long des lignes de champ magnétique et elles interagissent avec la l'ionosphère et c'est ce qui crée les aurores boréales et les aurores australes. Donc ça, c'est la partie très agréable de la météo de l'espace. La partie moins rigolote, c'est qu'en ce faisant, on va modifier les courants électriques qui sont intrinsèques à l'ionosphère et ça va pouvoir induire, ça a déjà induit des perturbations des réseaux électriques. Alors, lors des éruptions, on a cette éjection de masse coronale et on a également de l'accélération de particules. Alors là, c'est un petit peu plus complexe, on a plusieurs possibilités. Donc les sites d'accélération des particules, je les ai représentés par des petites étoiles rouges, donc il y en a ici. Donc ici, c'est lié à de la reconnexion magnétique, je vous ai dit libération d'énergie, accélération de particules. On peut aussi, lorsque les éjections coronales de masse se propagent, elles génèrent un choc. Donc elles vont compresser le milieu dans lequel elles voyagent et en se compressant, elles vont générer des processus d'accélération qui, là aussi, peuvent accélérer les particules. Et donc, on sait que le Soleil nous accélère des particules jusqu'à l'ordre du gigaélectronvolt, donc qui sont des énergies relativistes. Donc c'est 0,9 fois la vitesse de la lumière, en gros. Et donc ces particules, elles vont faire deux choses. Il y a des particules qui vont précipiter sur la surface solaire. Donc c'est les petits zigouigouis roses représentés ici sur le schéma. Donc elles vont se propager dans les boucles, les boucles magnétiques après notre éruption. Elles vont émettre dans les longueurs d'onde micro-ondes. Donc ici, c'est une observation d'un imageur radio au Japon, où la structure blanche ici, c'est du rayonnement radio émis par les particules qui ont été accélérées lors d'une éruption. Et puis, lorsqu'elles vont impacter la surface du Soleil, c'est ce qu'on voit ici, elles vont faire deux choses. Tout d'abord, elles vont créer des rubans d'éruption qu'on observe en ultraviolet. Donc c'est ce que vous voyez ici. Là, vous voyez, il y a des grands rubans brillants qui apparaissent juste après le décollage de la structure sombre. C'est des rubans qui correspondent ici en vert à ces rubans-là. Et puis, on va avoir également une augmentation du flux X. Donc c'est les sources que vous voyez en bleu et en rouge ici. Donc ça, c'est des observations spécifiques où on a, lorsque les particules impactent la surface solaire, elles vont exciter le milieu, et le milieu, en se désexcitant, va émettre en ondes radio, en rayons X, pardon. Donc ça, c'est en gros les particules qui précipitent vers la surface solaire. Vous me direz, c'est pas trop important pour nous, mais c'est pas vrai, elles ont un impact. J'en reparle juste après. Donc le flux X et le flux UV contribuent, quand on a une augmentation importante, quand on a des éruptions extrêmement énergétiques, elles chauffent l'ionosphère, qui pose des problèmes d'orbitographie pour les satellites, puisque l'ionosphère chauffée va se dilater, donc ça va augmenter les forces de frottement sur les satellites. Et le flux radio au-dessus du gigahertz, donc dans les longueurs d'onde micro-ondes, donc c'est cette observation ici là, avec
la boucle blanche. Ça correspond aux fréquences qui sont utilisées pour les GPS, pour la télécommunication et les discussions. Les transmissions sol-avion. Et donc, lorsqu'on a des grosses éruptions avec des fortes émissions dans le domaine micro-ondes, ça pose des problèmes. La seconde chose que nos particules énergétiques peuvent faire, c'est s'échapper dans le milieu interplanétaire. Donc pareil, on a les petites particules qui sont les petits zigouigouis roses ici. Et donc ces particules, quand elles s'échappent, elles vont aussi émettre dans le domaine d'ondes radio. Alors il y a deux choses. On va les observer ici, c'est deux types d'observations différentes. Donc ici en haut à droite, on a une imagerie en ondes radio du Soleil. Donc ici vous avez le limbe solaire, je ne sais pas si vous le voyez, et on voit les différentes sources à différentes fréquences radio, et ça montre qu'on a un faisceau de particules qui part du Soleil et qui se propage dans le milieu interplanétaire. Donc on a la localisation et la direction, et grâce aux observations en bas à gauche qui sont réalisées avec les instruments au sol de Nancy et un instrument en Grèce ici, et ça c'est les observations spatiales à plus basse fréquence. On a deux types de structures, donc nous on les connaît, c'est des diagrammes temps-fréquence, donc on a le temps et la fréquence, et l'émission radio va évoluer en fonction du temps et en fonction de la fréquence. Et ça nous donne les caractéristiques des émissions, en gros les caractéristiques des événements qui produisent ces émissions. Donc en rose, ça correspond à des faisceaux d'électrons énergétiques qui se propagent dans le milieu interplanétaire, dans mon héliosphère. Et les signatures en bleu, ici, c'est la signature d'un choc. Donc on a une CME qui a accéléré des particules grâce à cette onde de choc que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors les conséquences de ces particules qui s'échappent dans le milieu interplanétaire, elles sont de deux types, et ça dépend un peu de leur énergie. Donc les particules qui sont relativistes, donc de l'ordre du gigaélectronvolt, elles mettent, on va dire, une dizaine de minutes entre le Soleil et la Terre. C'est assez rapide, sachant que la lumière met que 8,6 minutes à venir du Soleil pour arriver sur la Terre. Et les particules de plus basse énergie, elles vont mettre quelques heures. Et elles ne vont pas avoir le même impact. Donc les particules de basse énergie, elles vont impacter les satellites. Donc on va avoir des problèmes d'électronique embarquée et tout autre désagrément qu'on peut avoir lorsque l'on envoie des électrons chargés ou des protons chargés sur de l'électronique. Et pour les particules les plus énergétiques, les particules relativistes du gigaélectronvolt, elles vont pénétrer l'atmosphère de la Terre. Le bouclier magnétique n'est pas suffisant pour les arrêter. Elles vont pénétrer l'atmosphère et là, elles vont générer des problèmes de radiation pour le personnel navigant, donc tous les avions à haute altitude. Donc ça, c'est un résumé où c'est écrit peut-être un peu petit de tous les effets que peuvent produire une éruption de notre étoile sur notre environnement spatial. Principalement, ça impacte nos technologies, donc ça peut être dangereux évidemment pour les astronautes, pour tout ce qui est particules énergétiques, pour le personnel navigant et les passagers lorsqu'on a une énorme éruption avec des particules relativistes, mais ça affecte également les satellites, les communications, le réseau électrique. Principalement, alors nous, on est assez bas en latitude, mais pour tous les pays qui sont à haute latitude avec un bouclier géomagnétique de la Terre plus faible, c'est plus risqué. Et donc des problèmes de communication. Bien, donc maintenant je vais vous présenter une liste non exhaustive, parce que c'est absolument impossible à faire. En tout cas pas sur le temps donné, de ce qui se fait pour la météorologie de l'espace. Et je vais me focaliser sur ce qu'on fait actuellement en France. Donc pour ce qui concerne donc la surveillance et également le suivi de l'impact de ces phénomènes sur l'environnement terrestre. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est peut-on prévoir les éruptions solaires? Non, pas pour l'instant. Pour pouvoir prévoir, il faut pouvoir comprendre tous les processus physiques qui sont sous-jacents justement à ces éruptions, à ces phénomènes éruptifs de notre étoile. Là, je vous liste quelques exemples. C'est juste pour vous montrer à quel point on a du travail pour y arriver, mais on ne comprend pas comment sont formées les structures magnétiques qui donnent lieu aux éjections coronales de masse. On n'est pas d'accord sur les mécanismes qui les déclenchent, et on a une petite idée, mais on est loin du compte pour comprendre la dynamique de la propagation de ces structures entre le Soleil et la Terre.
Pour les particules énergétiques, on a plusieurs mécanismes d'accélération possibles. On n'arrive pas à déterminer lequel, ou s'il y en a plusieurs. On ne comprend pas complètement les conditions d'échappement et de propagation dans le milieu interplanétaire. Et donc, on a des tas de questions qui sont encore sans réponse. On travaille pour les comprendre, mais on ne peut pas prévoir, avec des modèles fiables, les éruptions solaires. Alors, à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des modèles numériques avec des modèles simplifiés, avec de l'assimilation de données, pour essayer d'avoir une idée de quand est-ce que les éruptions vont se produire et quand est-ce qu'elles vont arriver sur Terre. Et puis, on exploite des données en temps réel, en développant des algorithmes de détection automatique pour surveiller, en gros, l'activité éruptive de notre étoile. Les deux objectifs principaux, ça va être de prévoir les éruptions qui sont potentiellement dangereuses et géoeffectives pour notre environnement, et puis d'évaluer l'impact sur de l'activité solaire sur notre environnement. Donc il y a deux aspects différents. Il y a une partie où on se concentre sur ce qui se passe au niveau du Soleil et une partie où on se concentre sur ce qui se passe dans l'environnement spatial de la Terre. Alors, d'un point de vue, avant de rentrer dans les quelques petits détails, je voulais vous présenter pareil, liste non exhaustive, mais les choses qui sont faites au niveau international. Donc, au niveau de l'ESA, il y a un programme qui s'appelle le Space Situation Awareness, qui met en commun plusieurs pays européens qui apportent leur propre outil et leur propre expertise pour avoir justement un groupe de météorologie de l'espace qui travaille vraiment là-dessus au niveau européen. Au niveau des États-Unis, par exemple, on a la NOAA qui génère des systèmes d'alerte basés sur des observations spatiales. Et puis, il y a la NASA qui développe, elle, des modèles de propagation de toutes ces structures dans le milieu interplanétaire pour avoir des idées, avoir des estimations et des prévisions des heures d'arrivée de ces événements. Au niveau national, il y a une organisation qui se fait parce que dans nos métiers, nous, on a une part de notre travail, c'est de s'occuper de ces instruments qui vont observer le Soleil de manière quotidienne. Et donc, on développe ces instruments, on les maintient et on va également s'occuper de la diffusion des données et développer les outils de détection automatique pour pouvoir fournir des produits, que ce soit pour le privé ou pour le public, qui vont permettre d'estimer justement, d'avoir des systèmes d'alerte avec les données qu'on obtient à partir de nos instruments. On a un groupe qui s'appelle OFRAM, qui permet de faire l'interface entre le privé et l'académique, parce que nous, notre travail, c'est pas de faire de l'opérationnel, donc on a besoin d'avoir des acteurs privés pour pouvoir le faire. Il y en a plusieurs qui se développent depuis plusieurs années. On participe à une certaine échelle donc, au programme de l'ESA, le Space Situation Awareness, et on participe également à un consortium international pour l'aviation civile, où là aussi on va fournir des données à une compagnie privée qui, elle, va faire l'opérationnel, mais nous, on fournit des données pré-traitées qui sont directement utilisables. Alors, pour ce qui est de la surveillance du Soleil, comment est-ce qu'on fait ? En France, on a deux types d'observations extrêmement utiles. La première, ce sont les observations de la chromosphère en lumière visible. Donc ça, là, je vous présente, c'est la même observation à 4 longueurs d'onde différentes qui ont été réalisées avec le spectrohéliographe de l'Observatoire de Paris, qui est localisé sur le site de Meudon. Et donc, avec ces observations dans le visible, à 4 longueurs d'onde, on va observer donc, les filaments et les protubérances. Donc, c'est ces structures qui vont donner lieu aux éjections coronales de masse qui décollent. Et puis, on observe également les taches. Donc, en fait, on a une idée, grâce à ces observations, on a une idée des structures qui vont potentiellement rentrer dans un état éruptif et être injectées dans le milieu interplanétaire, potentiellement vers la Terre. Alors l'intérêt de ces données du spectrohéliographe de Meudon, c'est que ce sont des observations systématiques. Il y a 3 clichés par jour et c'est fait depuis 1908 sans discontinuité, sauf pendant 2 mois au moment où tout s'est arrêté il y a quelques années. Et l'intérêt, c'est qu'on a des observations toujours avec le même instrument sur le même site géographique
Et ça nous permet d'avoir des données sur quasiment 120 ans maintenant, et ça nous permet de faire de la climatologie solaire, donc d'avoir des évolutions de tâches, des évolutions de... On peut compter le nombre de filaments, le nombre de protubérances, etc. Donc ça, c'est un instrument qui est extrêmement utile et qui observe toujours régulièrement le Soleil. Alors, il n'est pas utilisé en opérationnel, mais on a ces données qui sont là et qui nous permettent de dire quand est-ce qu'on a une structure qui apparaît sur la surface du Soleil et qui potentiellement va être éjectée dans le milieu interplanétaire. Grâce à cet instrument, il y a un projet qui a été développé, qui a été financé d'ailleurs en partie par l'IADEVIA, l'entreprise Luna, en collaboration avec l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Côte d'Azur, qui s'appelle Météospace. Et donc Météospace, c'est un super spectrohéliographe. Donc il va observer le Soleil, pareil, dans le domaine de longueur d'onde visible, à 3 longueurs d'onde distinctes. Donc vous voyez ici une image de l'instrument. Il est installé sur le plateau de Calerne, beaucoup plus ensoleillé que la région parisienne, donc on espère avoir des meilleures données. Et c'est un instrument qui va observer le Soleil à haute cadence spatiale et temporelle. Donc au lieu des 3 clichés par jour que l'on a sur le site de Meudon, là on va avoir des données en continu. Et ça c'est extrêmement important parce que nous, ça nous permet de voir l'évolution de ces structures qui potentiellement donnent lieu à des éruptions, et de les voir évoluer et de se dire à ce moment-là, elles ont atteint un niveau limite et celle-ci va vraiment donner lieu à une éruption, alors que l'autre à côté est toujours stable dans sa couronne. Donc voilà, donc ça c'est en développant des algorithmes de détection automatique de ces structures et de leur évolution, on va pouvoir générer des produits qui pourront être utilisés côté opérationnel. Alors, en plus de ces données dans le visible, on a les observations radio au sol, donc, qui sont faites à Nançay, en Sologne, à l'Observatoire radioastronomique de Nançay. Et les observations radio, elles nous donnent des informations donc, sur les particules énergétiques de la couronne, dans la couronne et dans le milieu interplanétaire, et également la propagation des éjections coronales de masse là, qui se propagent. Alors l'avantage des émissions radio, comme pour le visible, c'est que c'est des émissions électromagnétiques, donc on va les voir arriver avant que les particules ou les éjections coronales de masse arrivent. Donc pour les particules, c'est quelques minutes avant leur arrivée pour les plus énergétiques, et pour les éjections coronales de masse, c'est quelques jours. Ici, je vous présente les deux, vous les avez déjà vus, donc il y a le diagramme temps-fréquence, et donc ici, il y a différents types de structures qu'on observe, et qui nous permettent en fait de déterminer quel type d'événement solaire a eu lieu. Et avec des observations complémentaires aux mêmes longueurs d'onde, on sait que cet événement ici, il correspond par exemple à une localisation de source à cet endroit-là. Et savoir où l'éruption a lieu, avant qu'elle nous arrive dessus, ça nous permet de savoir si oui ou non elle est dirigée vers la Terre, ou si elle est dirigée vers l'est, ou vers l'ouest, ou vers le nord, ou le sud. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une première information sur sa directivité et savoir si oui ou non elle va impacter la Terre. Alors, l'avantage je vous ai montré tout à l'heure, on a plein d'observations spatiales. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les belles observations de l'espace que vous avez? Simplement parce qu'avec les données sol, en fait, on va pouvoir faire du temps réel. Donc, quand on a des données et des observations au niveau des satellites, il y a un certain temps et une télémétrie à respecter pour nous envoyer les données. Donc, on n'a pas les données en temps réel. C'est complètement différent pour les observatoires au sol. Donc, notamment à Nançay, on a fourni dans le cadre du projet FEDOM, on fournit les données en temps réel des spectrographes, donc, qui est le spectrographe Orphée, là, qui a été construit en collaboration avec l'armée de l'air. On les fournit en temps réel, et donc ça permet de générer des systèmes d'alerte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les données spatiales. Donc voilà, alors on continue avec les données radio, on continue à développer des techniques de détection des structures de manière automatique pour pouvoir justement, sans avoir une intervention extérieure, avoir des algorithmes qui détectent oui ou non la présence d'un sursaut radio et donc la production d'une éruption solaire au niveau du Soleil. Il y a un dernier projet qui s'appelle le projet Radio Monitoring pour la surveillance. Comme je vous disais, on a des observatoires au sol localisés sur tout le globe terrestre. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et en radio, on a monté donc ce projet où en fait, on a des observations radio aux heures européennes, donc c'est les instruments qu'on a en France, à Nançay,
On a complété ce jeu de données, donc ces spectres dynamiques, là, temps, fréquence, par des observations qui viennent d'instituts académiques en Inde, à Gorubinanoor, là, ici, en Chine et en Australie. Et donc maintenant, on a une couverture, au lieu d'avoir une couverture restreinte à 8h, 16h, qui est son temps universel, pardon, qui sont les heures françaises, on a une couverture maintenant de minuit à 8h. Donc on a 16 heures de couverture de surveillance du Soleil. Malheureusement, on n'a pas les heures américaines, il n'y a pas de spectrographe, il n'y a pas d'observatoire sol équivalent sur tout le continent américain ou dans les îles à côté pour pouvoir étendre cette surveillance. Mais dès que si un jour il y a un instrument sur ces heures-là, on va pouvoir avoir une couverture 24 heures sur 24 de surveillance du Soleil en ondes radio et donc obtenir des données en temps quasi réel pour ces choses-là. Alors maintenant, donc ça c'est la partie surveillance. Il y a plusieurs modèles qui sont aussi développés, qui sont faits par une méthode d'assimilation de données. Donc on récupère les données qu'on observe, principalement spatiales pour le coup, puisque c'est quelque chose qui peut être a posteriori, vu que les régions actives restent stables relativement longtemps. Et donc ici c'est un exemple où on a donc, notre champ magnétique, cette carte de champ magnétique que vous avez déjà vue avec les lignes de champ magnétique. Donc on a les polarités positives en blanc et négatives en noir. Et puis il y a tout un travail qui a été fait au sein d'un projet européen FLAIRcast qui a été de calculer 150 paramètres différents pour toutes les régions actives qui étaient observées sur les 10 dernières années pour essayer de déterminer quels paramètres serait le plus pertinent pour définir des probabilités d'éruptivité. Donc c'est ce qui est représenté en dessous. Chaque petit panneau correspond en fait à une région active. Et ces données-là correspondent à un paramètre. Et dans le projet, il est défini des probabilités d'éruptivité. Donc cette région active ici, elle a très peu de chances de devenir éruptive dans la journée qui vient. Celle-ci, beaucoup plus, elle a 59% de chance. Ici aussi. Donc ça permet d'avoir une idée et de définir une probabilité d'éruptivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours, mais qui est plus financé, donc il n'y a personne qui reprend... voilà, c'est quelque chose qui se fait encore, mais qui n'est pas utilisé d'un point de vue opérationnel. Pour les modèles d'assimilation de données, il y a deux choses qui sont développées également, principalement à l'IRAP, à Toulouse. C'est le Magnetic Connectivity Tool. Donc en gros, en français, ça veut dire qu'on regarde où la Terre est connectée au Soleil. Donc il y a notre Soleil, il y a un champ magnétique dans le milieu interplanétaire qui connecte le Soleil et la Terre. Et pour que la Terre, en gros, soit impactée par les éruptions solaires, il faut que les deux soient bien connectés. Et donc on peut calculer cette connexion. Donc ici, on a une carte du champ magnétique, c'est un planisphère, donc on a un mois d'observation du champ magnétique de la surface solaire, on le met à plat, et on regarde où sont connectés nos différents objets dans notre système planétaire. Donc il y a plein de petits croix, il y a Mercure, il y a les satellites, etc. Je vous ai juste localisé la Terre ici. Et donc à partir de l'assimilation de ces données de champ magnétique, on va calculer cette connectivité. Et donc si on a une région active qui est localisée ici proche de la Terre, elle a de fortes chances, au moment où elle va décoller, si la région active est éruptive, donne une éjection coronale de masse, il y a de fortes chances qu'elle impacte la Terre. Toujours pareil, dans le même ordre d'idées, un second modèle par assimilation de données, c'est le modèle Heliocast. Donc là, vous voyez une animation, le Soleil, il est au milieu, en blanc, et puis la Terre, elle est juste sur le cercle à l'extérieur. Ici, c'est l'orbite terrestre. Okay, on a du flot de matière qui s'échappe du Soleil, qui est rapide en rouge et plus lent en bleu. Et donc, à partir des données qu'on observe au niveau du Soleil, et des données en lumière blanche. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y avait l'éclipse et puis on voyait les structures. C'était quelque chose de statique. On les observe aussi dynamiquement, donc on voit en fait les structures blanches, donc des structures de matière qui vont s'échapper. Donc ça, on peut mesurer la vitesse de ces structures qui s'échappent. On va les rentrer dans le modèle comme condition initiale en disant, près du Soleil, on va avoir des structures qui s'échappent à 300 km par seconde. Et le modèle va les faire évoluer sur plusieurs jours. Et donc, c'est ce qu'on représente ici. Donc si on rajoute des CME, donc des éjections coronales de masse dedans,
C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est des modèles qui, eux, sont développés au CCMC, qui est un centre de modélisation de la NASA, où vous allez voir, là, il y a une éjection de masse coronale qui va se propager dans le milieu interplanétaire. Donc c'est extrêmement simplifié comme description de l'éjection coronale de masse, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir une prévision, une prévision du temps d'arrivée de ces perturbations au niveau de la Terre. Et en fait, le modèle est tellement simplifié que, en gros, les barres d'erreur, c'est plus ou moins 10 heures. C'est assez restrictif comme barre d'erreur. Il ne faut pas trop se planter. Alors, le deuxième aspect dont je vous parlais, c'est le suivi de l'impact de ces événements éruptifs au niveau de la Terre. Donc, je vais vous présenter deux choses en particulier. Il y a la surveillance des ceintures de radiation. Donc, dans la magnétosphère, là, on n'est plus du tout au Soleil, on est côté Terre. Donc, vous avez votre globe terrestre ici. Et ça, c'est le champ magnétique qui est représenté au niveau de la Terre. Et dans ce champ magnétique de la Terre, il y est piégé des particules énergétiques. Elles sont là de manière latente, elles sont là tout le temps. Et puis, quand on a une éruption, quand on a l'impact d'une éjection coronale de masse au niveau de la Terre, on va avoir une augmentation de l'énergie de ces particules, la création de nouvelles particules dans cet environnement magnétosphérique de la Terre. Et donc, il y a un projet cratère qui est développé à l'ONERA à partir des données d'un satellite GOES qui fait des mesures en flux de rayons X du Soleil, qui permet en gros de surveiller le flux de ces particules qui sont ionisantes et qui sont embêtantes pour les satellites en temps réel. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris sur la page d'Ofram qui met entre autres à disposition ces données. Donc c'était le 6 mai 2023. Et donc on peut surveiller comme ça ce qui se passe dans l'environnement magnétique de la Terre, en ce qui concerne ici les particules énergétiques de ces ceintures de radiation. Un second aspect sur lequel on travaille en France, c'est la surveillance des particules relativistes. Donc là, je vous ai parlé des particules énergétiques qui étaient piégées dans ce champ magnétique de la Terre. C'est parce qu'elles ne sont pas assez énergétiques. Donc elles restent, une particule chargée, elle va se retrouver happée par un champ magnétique, elle va tourner autour de ce champ magnétique et y rester. Quand on a une particule qui est suffisamment énergétique, donc ça c'est le cas de celle-là, de cette ligne ici, qui elle est piégée, en tout cas se met à spiraler autour du champ magnétique. Le champ magnétique, là, il sort du plan du tableau. Et lorsqu'elles ont assez d'énergie, quand elles atteignent donc les énergies relativistes, les particules, elles voient le champ magnétique de la Terre, elles sont un peu déviées, mais pas suffisamment, et donc elles impactent l'atmosphère solaire, et elles font ce qu'on appelle les gerbes cosmiques. Donc c'est un exemple ici, on a une particule qui arrive en haut, et qui cascade en produisant plusieurs sous-particules, chacune moins énergétiques les unes que les autres, et qui, elles, lorsque un avion passe au niveau de ces gerbes cosmiques, eh bien, on va avoir des particules extrêmement ionisantes qui peuvent pénétrer les carlingues et impacter le personnel navigant et les passagers. Voilà, donc ça, c'est ces événements à particules relativistes, il y en a environ un par an, et on les mesure au niveau du sol, donc il y a un réseau global de ces instruments qui permettent de mesurer ces particules relativistes. Mais nous, en France, on en a deux qui sont sous la responsabilité de l'IPEV. Donc il y en a un aux îles Kerguelen et un à Terre Adélie. Donc grâce à ces deux moniteurs à neutrons, en fait, on va faire du calcul de dose de radiation pour le personnel navigant. Donc ça, c'est un partenariat entre l'Observatoire de Paris et l'IRSN. Donc ici, je vous présente, c'est le modèle cycle qui a été développé à l'Observatoire de Paris, où on utilise les données des moniteurs à neutrons dans le cas d'une éruption solaire pour calculer les doses qui sont reçues pour certains vols, donc principalement les vols polaires, puisque c'est eux qui sont les plus sensibles. Donc ça, c'est un exemple, cette carte-là, c'est un exemple en période calme. Donc c'est une échelle de couleur, il n'y a quasiment pas de dose de radiation, pas d'irradiation particulière. Ça, c'est ce qui se passe quand on a une éruption solaire avec des particules relativistes. Donc c'était en janvier 2005. Ça, c'est les données brutes des moniteurs à neutrons. Donc tout d'un coup, sur quelques minutes, on a une augmentation extrêmement importante de ces particules relativistes. Et lorsque l'on applique le modèle pour calculer les doses de radiation, vous voyez en fait que toute la partie de l'hémisphère nord est soumise à de très fortes doses de radiation.
Voilà, donc ça c'est un des services probablement les plus opérationnels que l'on fait du point de vue recherche académique, puisqu'on fournit ces modèles à l'IRSN qui lui va calculer des bilans annuels pour les personnels navigants des compagnies françaises. Et j'ai terminé. Je vous remercie et si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc si vous avez des questions, levez la main. Pas de questions. Alors, bonjour, merci pour la conférence là, qui a été très intéressante. Vous avez parlé des impacts sur les personnes, le personnel navigant. Moi, je suis au ComCyber, je suis intéressé par les impacts sur les ordinateurs et toute l'informatique qu'il pourrait y avoir suite à une éruption solaire. Okay. Vous avez parlé d'événements potentiellement importants dans 18 mois à 2 ans. Donc, à quoi on doit pouvoir se préparer? Alors, c'est bien ça le problème, c'est que la seule chose qu'on peut faire, c'est surveiller. Pour l'instant, hein, il y a des tas de choses à mettre en place, que nous, ce n'est pas notre partie de faire de l'opérationnel, mais on a des données, suffisamment de surveillance et de données pour pouvoir développer des systèmes d'alerte qui, à mon avis, seront de mieux en mieux. Voilà. Après, ça dépend où sont l'électronique et les ordinateurs. Si c'est des ordinateurs dans les avions ou au sol, les particules les plus énergétiques au sol, elles y arrivent rarement. Mais je ne crois pas qu'il y ait à part tout éteindre d'un coup. Bonjour, merci pour cette conférence extrêmement intéressante. Je voulais savoir s'il y avait une raison particulière pour laquelle il n'y avait pas d'observatoire en Amérique. Alors, il y en a. Il y a des instruments qui observent en ondes radio et dans le visible, mais ce n'est pas des instruments de surveillance. Donc, en fait, c'est des instruments qui partagent leur temps avec d'autres sources d'observation astrophysique. L'avantage qu'on a, nous, en France, là, c'est que les instruments que je vous ai présentés, ils regardent le soleil. Dès que le soleil est levé, ils le regardent jusqu'à son coucher, tous les jours, le week-end inclus, etc. Donc, ce qui manque aux heures américaines, c'est ce type d'instrument qui est dédié à l'observation du soleil. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste une question sur la dernière slide par rapport aux éruptions solaires. On a vu que l'Afrique et toute l'Amérique du Sud semblaient ne pas être épargnées. Est-ce qu'il y a une raison C'est la directivité du faisceau de particules. Donc en fonction de... Ça, c'est grâce au réseau d'ailleurs global des moniteurs à neutrons qui, eux, sont distribués sur toute la surface du globe, où on arrive en fait, en combinant les différentes données, à remonter à la directivité du faisceau de particules qui impactent la magnétosphère. Et en fonction de là où elle arrive, on peut modéliser leur parcours dans la magnétosphère terrestre, et ça n'impacte pas la même chose, donc ça ne va pas être symétrique. Comme l'Amérique du Sud est clairement détachée, c'est pour ça il y a une drôle d'impression. Pardon ? Comme l'Amérique du Sud, on a l'impression qu'il y a une distorsion. On peut se demander s'il y avait des raisons géographiques. Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais non, parce que du coup, on l'observe à... Non, je pense que c'est une des raisons principales, c'est ça. C'est où est-ce qu'elle est arrivée. Et il y a peut-être l'anomalie sud aussi qui joue un petit peu. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis dans le département système de navigation et donc on s'intéresse au système de Galileo. Et je voulais savoir le lien éventuel entre le fait que nous, on a un système européen désormais qui complète le GPS en termes de satellites, hein, là je parle, et voir est-ce que vos services, en tout cas vos recherches, ont été sollicités par le système européen Galileo
pour justement prévenir, voire guérir ces satellites s'ils embarquent à bord un système de protection, d'alerte, pour justement les protéger en cas d'orage magnétique dû au Soleil. Merci. Alors, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Nous, on a énormément de difficultés, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que ça a un impact, on sait que ça arrive. On a des mesures, là, je vous en ai montré quelques-unes sur l'impact au niveau de la magnétosphère de la Terre. On n'a pas de retour de l'industrie sur s'il se passe quelque chose chez eux. On sait qu'il se passe des choses, que des fois, ça fait même des blackouts complets. Mais en fait, il y a très peu d'interactions là-dessus. D'autres questions? Moi, j'en avais une. Dans le passé, il y a eu des minimums d'activité solaire, comme le minimum de Maunder. Est-ce que c'est une situation qui peut, a priori, se reproduire dans l'avenir, ou il y a une tendance à... Alors, je crois que là, moi, je ne suis pas spécialiste des cycles solaires, mais on est dans une période où on est plutôt en grand minimum. On est en grand minimum, d'accord. Il y a eu des périodes qui ont été des cycles solaires beaucoup plus actifs que celui dans lequel on est là. Ça fait plusieurs cycles où, par exemple, pendant les minimums, il n'y a rien du tout qui se passe, alors que ce n'est pas toujours le cas. D'accord. J'ai vu récemment une étude là, sur le caractère fractal des éruptions solaires. Vous pouvez commenter éventuellement. Le caractère fractal, c'est de... Qu'on a des filaments de filaments de filaments de... Enfin, c'est... Des structures, de sous-structures, de sous-structures. Sous-structures, oui. Alors, je n'ai pas vu cette étude. Ouais, c'est très récent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les structures magnétiques qui sont liées aux éruptions, là, je vous ai montré un aimant avec des petites boucles, c'est extrêmement plus complexe que ça. Et effectivement, il y a ces tubes de flux torsadés, donc ces espèces de filaments qui décollent, qui, eux, sont formés à partir de plus petits filaments. Et on a l'impression, à l'heure actuelle, que toutes les éruptions, elles suivent toutes le même schéma. Elles sont toutes dues aux mêmes choses. Simplement, c'est des échelles spatiales et des échelles de temps différentes. Mais ça, c'est des choses qui sont difficiles à définir parce que les éruptions, elles sont toutes uniques en leur genre et elles ont toutes leurs petites spécificités. Et dégager une idée générale, c'est bien pour ça qu'on n'a toujours pas de réponse à des tas de questions sur le déclenchement et sur ce qui forme ces régions actives. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour, merci. Je comprends qu'on a enregistré beaucoup d'éruptions solaires, que c'est documenté. Si je prends la plus balèze d'entre elles, c'était laquelle et qu'est-ce qu'elle a produit? Alors, la plus grosse d'entre elles, c'était celle de Carrington en 1959. Donc on n'avait pas beaucoup d'observations à cette époque-là. La dernière balèze, c'était en octobre 89, je crois, et c'est celle qui a généré tout un blackout du nord du Canada, pendant plusieurs heures, je crois. Si je ne me trompe pas. 9 heures. Bonjour, merci pour votre présentation. J'espère que vous m'excuserez le ton un peu provocateur de ma question. Dans la mesure où la plupart des conséquences d'une éruption solaire sont soit sur des objets en orbite sur lesquels on n'a pas la main, soit sur des structures complètes type blackout sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, qu'est-ce qu'apporterait réellement la prévision en termes opérationnels pour justement à la sécurisation de tous nos systèmes et de nos modes de vie? Merci. Alors, deux choses. Donc, le blackout, par exemple, ça n'a pas juste éteint les grilles de puissance, hein, ça a tout cramé, je crois. Et sur la partie, effectivement, ça n'a pas d'impact sur notre petite vie, enfin, sur notre entité personnelle, notre corps humain. Par contre, je crois qu'on dépend tous des technologies et des satellites, des GPS. Et alors, je ne parle même pas du niveau défense. Mais en fait, la raison pour laquelle je pense qu'il faut ne pas négliger cet aspect, c'est parce que nous, on dépend de plus en plus de ce qui se passe dans l'espace.
On envoie de plus en plus de satellites et ça génère on est dépendant de ces choses-là de plus en plus. Donc il suffit, quand on abîme un satellite, quand il y a des particules qui arrivent et qui grillent un circuit, on ne peut pas aller le réparer. Alors que si on l'éteint, il ne va pas se surcharger et a priori, ça se passera mieux pour lui. Donc voilà, donc ouais, moi c'est ma réponse, mais je pense que j'ai... Peut-être un petit complément du coup à la provocation. Donc il y aura un tech briefing qui sera organisé du coup le 3 novembre sur la thématique météorologie de l'espace, mais du coup on le verra plus sous l'angle MINARM, c'est-à-dire comment on utilise en fait cette discipline au service des opérations et systèmes de défense. Je peux donner quelques exemples. D'un point de vue com, par exemple, le fait de savoir qu'on ne va pas pouvoir utiliser une fréquence, ça permet de changer la fréquence, donc ça permet d'organiser ces opérations. Le fait de pouvoir anticiper que potentiellement il y a un réseau électrique il y a un transfo qui va cramer et qu'on ne pourra plus utiliser pendant un certain nombre d'heures, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Si on a un radar qui regarde des objets en orbite basse et qu'on a besoin de savoir précisément où ils sont, eh bien, on a besoin du coup d'avoir l'information météo de l'espace au niveau ionosphère pour pouvoir apporter les bonnes corrections sur la propagation. Donc en fait, il y a un certain nombre de données qui sont intéressantes, soit pour prédire en fait dans les opérations, c'est-à-dire pouvoir les réorganiser un petit peu différemment pour mener la mission à son terme, soit tout simplement pour comprendre en temps réel si on a rencontré des choses qui nous ont perturbés, qui sont d'origine naturelle ou pas, parce que l'information, savoir si c'est intentionnel ou pas, est aussi importante. D'autres commentaires ou questions? Oui, merci pour cette intéressante conférence. Y a-t-il des interactions avec le réchauffement climatique entre l'activité solaire, les éruptions et le réchauffement de l'atmosphère? C'est pas... Alors, c'est très loin de ma discipline. Les observations du spectrohéliographe là, sur les 110 dernières années, typiquement, c'est quelque chose qu'il faudrait utiliser pour justement faire cette climatologie solaire et voir si à grande échelle, ça a eu un impact. On sait que le minimum de Maunder, il correspondait au petit âge glaciaire. Donc, c'est possible. Moi, je ne suis pas compétente pour répondre et je pense qu'il faut faire un vrai travail de climatologie pour le déterminer. Merci. D'autres questions, commentaires éventuels? Non? Je regarde de tous les côtés. Bon, sinon, merci beaucoup Sophie pour cette présentation, cette excellente présentation.